Cosmetic Valley vous présente donc une nouvelle conférence aujourd'hui. Donc déjà, pourquoi Cosmetic Valley? Puisque nous sommes partenaires du salon Pharma-Cosmétech depuis maintenant 3 ans. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que nous sommes implantés à Chartres historiquement depuis 27 ans, même si nous couvrons la France entière. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes le coordinateur officiel de la filière parfumerie cosmétique française. Quelques mots sur Cosmetic Valley, pour ensuite en venir au cœur du sujet qui nous attend aujourd'hui. Cosmetic Valley réunit un réseau d'entreprises, d'organismes de formation et de centres de recherche qui a trait à la filière parfum et cosmétique. Et tous les métiers que vous voyez ici représentés, toute la chaîne de valeur de cette filière, que ce soit des matières premières, les packaging, les marques, les équipements, et bien entendu les tests, les fabricants de parfums et cosmétiques. Et on n'oublie pas le volet formation et recherche. Nous avons notre vocation, notre mission, c'est d'accompagner ces acteurs vers leur développement. Puisque le but de Cosmetic Valley, la mission, c'est de continuer à faire exceller le savoir-faire français. Et par conséquent, le fait par différents biais, que ce soit par de l'innovation, de la R&D, de l'accompagnement en innovation, l'accompagnement à l'export, l'accompagnement en business, mais également en montée en compétences. En ce qui concerne l'innovation, nous avons inauguré l'année dernière le Beauty Hub, qui est un lieu d'innovation 3 en 1. C'est un lieu physique qui est à Chartres, à côté de nos bureaux, et qui a 3 vocations. La première, c'est d'être un accélérateur de start-up. Le deuxième, c'est d'être une halle technologique qui accueille des équipementiers pour des démonstrations à des fins commerciales ou d'innovation, et ensuite, une troisième faction qui est plutôt en relation avec l'expérimentation et notamment le prototypage 3D. Le Beauty Fab, je recentre un petit peu plus sur le Beauty Fab, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi ici sur ce salon. C'est la possibilité de présenter des équipements en exclusivité, d'innover sur des procédés, mais également de gagner en visibilité à l'échelle nationale et internationale. Je finis ce tour de présentation de Cosmetic Valley par un salon que nous organisons qui s'appelle le Cosmétique 360, qui est le salon de l'innovation, le salon mondial de l'innovation de la filière parfum et cosmétique, et qui a lieu en ce moment même en digital, qui est hybride cette année. Il a ouvert ses portes digitales le lundi et qui poursuit ensuite jusqu'au 12 octobre pour se tenir également en présentiel les 13 et 14 à Paris, Carrousel du Louvre. Les dates que vous voyez là sont bien sûr celles de l'année prochaine. Si vous voulez plus d'informations concernant Cosmetic Valley, nous avons un stand qui est juste à l'entrée du salon à droite, le stand C2. Donc voilà, on sera ravis de vous accueillir si vous avez plus d'informations à ce sujet. Je vais laisser la place maintenant à Cathy Lucchini-Signeret, qui est professeure donc, à l'école Junia HEI, je vais y arriver. L'école Junia HEI, qui est une école d'ingénieurs, et c'est une école qui est adhérente à Cosmetic Valley. Voilà, à vous. Bonjour à tous. D'abord, merci à la Cosmetic Valley de nous avoir proposé cette opportunité de pouvoir vous présenter cette conférence sur finalement un sujet qui n'est peut-être pas un sujet 100% technologique, mais qui est plutôt un sujet en fait dédié à la manière dont on peut envisager la formation des ingénieurs, parce que c'est quand même des éléments clés au niveau des entreprises qui agissent dans la pharma et dans la cosmétique. Et donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un petit tour d'horizon déjà, pour planter le décor de ce qu'est un ingénieur, ce que ça signifie, ce qu'on peut attendre de lui, notamment dans ces secteurs. Et puis finalement, quelle offre pédagogique on est en mesure de mettre en face de ces besoins que vous pouvez avoir en termes industriels et pouvoir ensuite, dans un dernier temps, répondre à vos questions.
Alors, en introduction, bien sûr, je ne peux pas faire l'impasse, néanmoins, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur ce qu'est l'école Junia HEI. Alors, Junia HEI, c'est une école d'ingénieurs qui a été fondée en 1885 à Lille par les industriels, notamment du textile, pour former leurs cadres. Donc, c'est une école relativement ancienne, HEI signifiant Hautes Études d'Ingénieurs. Aujourd'hui, en fait, on a constaté une évolution. Alors, c'est une école qui est une école privée, qui est englobée dans la Cato de Lille. Je ne sais pas si forcément ça vous parlera, mais en tout cas, du coup, c'est une école qui a tout un réseau. Et dans le réseau de HEI, il y avait également l'ISA, qui est une école d'agriculture plutôt, mais j'y reviendrai un petit peu après, et l'ICEN, qui est une école plutôt dédiée au numérique. Ces écoles ont fusionné et ont formé un premier groupe qui s'appelait INCREA, et nous avons rechangé de nom récemment, et depuis octobre 2020, nous nous appelons Junia. Alors, ce qui est important de voir ici également, c'est qu'il y a environ 5000 élèves au niveau de l'ensemble du réseau des écoles, et il y a 4 campus. Le campus principal se situe à Lille, où vous allez avoir les sites historiques des 3 écoles HEI, ISA, ICEN, et puis ensuite des campus délocalisés plus récents. Alors un très délocalisé puisqu'il se trouve au Maroc, à Rabat, et puis un qui est à Châteauroux depuis 2012 et qui a la spécificité de ne former des ingénieurs que par la voie de l'apprentissage. Le dernier campus, c'est celui de Bordeaux, et à Bordeaux, c'est uniquement les enseignements de type ICEN qui sont délocalisés, Châteauroux HEI, et Rabat, c'est ICEN également. Un bref petit mot sur le contenu des enseignements des 3 écoles. Donc ICEN, je vous l'ai dit, c'est plutôt du numérique, informatique, électronique. L'ISA, c'est agriculture, agroalimentaire, paysage. Donc tous forment des ingénieurs et délivrent des diplômes d'ingénieurs. Et en ce qui concerne Junia HEI, en fait, c'est une formation d'ingénieur généraliste qui va proposer 17 domaines de... Alors spécialisation, ce n'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas des domaines de compétences plus approfondies en fin de cursus, dont un parcours qui est dédié aux industries pharma et cosmétiques et qui n'est enseigné qu'à Châteauroux par la voie de l'apprentissage. Je suis responsable de ce parcours. C'est donc à ce titre que je vais vous présenter un petit peu l'approche que nous avons. Peut-être petit complément, à Châteauroux, nous formons aussi des ingénieurs pour l'aéronautique et pour la mécatronique. Donc des profils globalement très techniques. Alors le domaine pharmaceutique, cosmétique, c'était long, du coup on a un petit peu restreint. L'objectif de ce parcours, c'est de former des ingénieurs qui vont être opérationnels rapidement dans les secteurs industriels de la pharma et de la cosmétique, c'est-à-dire des ingénieurs qui sont sensibilisés au contexte spécifique de ces industries. Parce qu'il y a un cadre réglementaire, parce qu'il y a également des contraintes spécifiques. Donc notre objectif, c'est vraiment de les sensibiliser à ça, sachant qu'également notre... point fort qui finalement peut-être aujourd'hui est quelque chose qui est assez répandu au niveau des écoles d'ingénieurs, mais très rapidement nous avons focalisé sur l'usine 4.0 avec un socle commun aux 3 parcours que j'évoquais tout à l'heure, pharma, cosmétique, aéro et mécatronique, qui est l'usine du futur. Donc l'introduction étant faite sur qui je suis, quelle est l'école, etc., on va vraiment maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un ingénieur ? J'ai souhaité aborder cette présentation par un petit retour en arrière. Alors, je vais vous faire voyager dans le temps. C'est peut-être pas le bon moment après le déjeuner, mais bon, on va essayer. Et je vais essayer de vous proposer une approche plutôt étymologique du terme. Pour démarrer cette présentation, du coup, j'ai simplement utilisé le Larousse. C'est assez archaïque comme méthode, surtout aujourd'hui à l'ère du numérique, mais bon, c'était la version Internet. Ingénieur. Donc l'ingénieur, ça vient de l'ancien français ingénieur, constructeur d'engins de guerre. Et il y a une notion complémentaire avec l'influence de s'ingénier, c'est-à-dire de mettre à disposition sa ruse, son génie, d'être malin. C'est une définition qui est, somme toute, assez intéressante parce qu'elle nous ramène à quelque chose, c'est qu'en fait l'ingénieur, le métier d'ingénieur, dont on parle pour la première fois au IIe siècle avec Pline le Jeune, c'est un métier qui est dédié à la construction d'engins militaires. Donc, historiquement, l'ingénieur va faire de la forteresse, parce qu'il va aussi construire des forteresses, et il va faire des engins militaires. Un des précurseurs, du coup, des ingénieurs actuels, et finalement, c'est quand même quelqu'un dont on peut être fier et dont on peut dire beaucoup de bien, c'est Léonard de Vinci,
puisque Léonard de Vinci était quelqu'un qui était d'abord un inventeur de génie, bien sûr, mais qui s'est mis au service de puissants pour leur proposer notamment des dispositifs guerriers qui pouvaient leur permettre d'assurer leur supériorité sur leurs voisins. Donc un ingénieur marquant, Léonard de Vinci. Dans ma petite définition du Larousse, en fait, j'ai 3 sous-définitions. Et la 3e, ça tombe bien, elle renvoie à cet aspect très militaire de la définition du terme ingénieur, puisqu'autrefois, c'était un officier du génie. Le génie étant l'école qui formait des ingénieurs militaires. J'y reviendrai un tout petit peu ensuite. Alors, là, on est au Moyen-Âge. Globalement, l'ingénieur, il est formé sur le tas. Ça va être quelqu'un qui, justement, a un certain nombre de facilités, qui a des compréhensions, qui peut avoir des bases, notamment de mécanique, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Finalement, le premier ingénieur au Moyen-Âge, ce qu'on lui demande, c'est de connaître la mécanique pour pouvoir construire des machines de guerre. Donc, il a des notions de mécanique, il a également des notions de mathématiques. Alors ça, globalement, quand on va parler ingénieur, c'est toujours encore aujourd'hui le socle commun sur lequel on doit se construire, parce que si on n'est pas bon en maths, on n'est pas un bon ingénieur. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Ici, vous allez avoir 2 couleurs. En bleu, vous allez avoir tout ce qui est partie définition, un peu historique. Et en noir, vous verrez plutôt la partie formation. Parce que là, finalement, l'ingénieur du Moyen-Âge, il n'a pas d'école pour se former. Il se forme tout seul. À partir du début du XVIIIe siècle, cet ingénieur, il existe donc depuis le IIe siècle, on va trouver dans le dictionnaire de l'Académie française une première mention de la définition d'un ingénieur qui va étendre son activité à d'autres domaines que celui du génie militaire. C'est donc une avancée quand même assez importante, puisque ça signifie que l'ingénieur est susceptible de s'intéresser à d'autres choses qu'à des constructions de forteresses ou de machines de guerre. En 1747 est créée l'école des ponts et chaussées. Puisqu'on a ouvert le métier de l'ingénieur à autre chose que le militaire, bien évidemment, il va falloir avoir des gens qui sont dédiés à d'autres activités, ces autres activités étant la construction des ponts et des routes. On va légèrement différer, quoique sur la base des matières, on va rester sur des choses similaires, mais en tout cas, la finalité sera différente. Le corps, en tout cas des ingénieurs royaux qui s'occupent des ponts et des chaussées, existe depuis bien avant cela. Mais par contre, en 1747, c'est là où apparaît la première école. Alors par école, on est très très loin de ce qu'on propose aujourd'hui en termes de formation des ingénieurs. Néanmoins, l'objectif, c'est de pouvoir donner des éléments techniques aux ingénieurs qui pourront intervenir dans la construction de routes et de ponts. Ces ingénieurs dépendent du roi. Ils sont choisis sur entretien. Là aussi, on va pouvoir faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui. Et leur formation, elle est finalement assez peu théorique, puisqu'on leur demande surtout d'observer et de pratiquer. Dans la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on va arriver à une nouvelle définition de ce qu'est un ingénieur. Et là apparaissent 3 catégories bien distinctes, la guerre, la marine et le civil. Enfin, et les ponts et chaussées, pardon, j'avance un petit peu. De cette catégorie naîtra, après la Révolution, la création d'une école, qui est l'école polytechnique. Pour très brièvement vous expliquer ce qui se passe à la Révolution, on a donc l'école des ponts et chaussées, on a aussi l'école du génie. C'est les 2 grandes écoles d'ingénieurs qui existent sous le règne de Louis XVI. Ces 2 écoles forment des ingénieurs qui sont généralement des gens issus d'un milieu social bien particulier, surtout le génie, où on va recruter uniquement de la noblesse et où il faut montrer 4 rangs de noblesse pour pouvoir entrer. Forcément, la Révolution, ça c'est quelque chose qui passe pas du tout. Et on va dire, ok, cette histoire d'ingénieurs, mais qui sont des gens issus de la noblesse, si on les forme au sein de la nation, finalement, ils sont antiproductifs puisqu'ils sont contre la Révolution. Alors, il y a une grosse remise à plat. Alors, les ponts et chaussées, eux, ça allait mieux. Ils étaient un peu plus neutres, ils étaient moins marqués. Mais néanmoins, il y a une grosse remise en question des choses. Et cet institut qui se crée en 1794 a pour vocation à générer un corps d'État des ingénieurs, mais qui soit formé selon de nouvelles approches. On rentre dans le vif du sujet de la formation. L'encyclopédie méthodique en 1820. Alors là, on commence à arriver dans des périodes où, du point de vue technologique, il se passe des choses. On a quand même
bien progressé sur la connaissance. Et là, on va distinguer deux classes d'ingénieurs, les militaires et les civils. Moi, c'est très clair. Aujourd'hui, on a uniquement l'école polytechnique qui va former des ingénieurs d'État. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'en 1829, c'est une école privée qui va être fondée, l'école centrale des arts et des manufactures, qui va être en mesure de former des ingénieurs, cette fois non plus pour l'État, ce qui est totalement nouveau, mais pour l'industrie. Parce qu'on va commencer là tout doucement à s'acheminer vers une dynamisation de l'activité industrielle en France. On va utiliser la vapeur. Petit à petit, on va arriver aussi bientôt au charbon, etc. Et on va avoir besoin de gens qui sont formés, de gens qui savent faire autre chose que des routes et des ponts, de gens qui savent faire autre chose que des forteresses. Ça, c'est une innovation. Ça, c'est un grand progrès. Et ça montre que déjà, en 1829, on est sur une transition. Parce que finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition. On dit aujourd'hui, tout va très vite, on est dans le numérique, etc. Mais ce n'est pas nouveau au final. Des transitions, il y en a eu. Et finalement, on a toujours su proposer une offre de pédagogie adaptée aux besoins qui pouvaient s'exprimer à l'époque. Et enfin, en 1886, alors là, on est en plein dans la seconde révolution industrielle. On va distinguer juste deux cas. On va avoir les ingénieurs d'État et les ingénieurs d'industrie. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est plus ou moins sur le schéma qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. On continue à avancer dans les années. Je vous rassure, la flèche ne va pas aller plus loin. La deuxième révolution industrielle va, du coup, nécessiter des besoins, des compétences nouvelles, notamment en chimie. Fin du 19e siècle, on commence à déterminer les molécules chimiques de certains médicaments. Début 20e, on est capable de produire de l'aspirine en quantité industrielle. Donc on a de nouveaux besoins, on a besoin de nouvelles compétences. Ce qui se passe, c'est que du coup, les écoles se multiplient. Il y a de plus en plus de gens qui sont formés et qui prennent le titre d'ingénieur, sans pour autant que tout ça soit très clair. La guerre vient se mettre là-dedans, donc on a encore d'autres développements industriels, etc. Tout ça nous amène finalement aux années 30. Je vais revenir juste après. Et aux années 30, on va définir quelque chose d'important pour nous en France, qui est relativement peut-être différent de nos voisins anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on va attribuer un diplôme aux gens qui sont ingénieurs, qui ont suivi une formation. Et pour que ce diplôme vaille quelque chose, l'école doit être accréditée par une instance que vous connaissez sans doute, qui s'appelle la CTI. Cette CTI est donc créée officiellement en 1934, le 10 juillet, par ce texte de loi qui date un peu, mais qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et ça nous ramène à la deuxième définition de mon Larousse, qui est que finalement, l'ingénieur, c'est un titre qu'on va donner à quelqu'un qui a obtenu un diplôme. Vous voyez que là, on parcourt un peu le cycle des différentes possibilités. Finalement, on en vient à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est la dernière définition, ou plutôt la première qu'on pouvait trouver dans la définition Larousse. C'est une personne que ses connaissances vont rendre apte à occuper des fonctions. Des fonctions, c'est là où vraiment c'est important de le souligner, scientifiques et techniques. En vue de prévoir, créer, organiser, diriger, contrôler les travaux qui en découlent, ainsi qu'à y tenir un rôle de cadre. On pose bien la définition de l'ingénieur avec l'ensemble de ces éléments. C'est quelqu'un qui agit, qui est responsable puisqu'il est cadre et qui a des missions qui sont bien spécifiques. On est arrivé à notre définition d'ingénieur. On a parcouru un peu d'histoire là, mais on est arrivé à finalement ce qui nous intéresse. Alors être ingénieur en 2021, c'est quoi ? Là, on revient très loin, si on parle de celui qui construisait les forteresses, à celui que vous avez pu peut-être recruter ou que vous êtes vous-même. Et avec la formation que vous avez eue, on est quand même très très loin. Un ingénieur en 2021, déjà, ça peut être une femme. Alors, ce n'est pas le quart d'heure féministe, mais c'est juste pour dire que dans la filière, notamment cosmétique, il y a de plus en plus de femmes. Alors, bien évidemment, 65% des employés sont des femmes. Les postes occupés ne sont pas forcément des postes de management ou de technique, mais néanmoins, la présence des femmes est extrêmement avérée. Il y a aussi dans cette filière beaucoup de cadres et d'ingénieurs. Donc on peut supposer que même s'il n'y a pas 65% des cadres qui sont des femmes, il y en a quand même beaucoup. En quoi ça nous intéresse par rapport à la formation ? Ça nous intéresse parce que finalement, il y a quand même un certain nombre de publications qui montrent que les filles, elles n'ont pas les mêmes moyens d'apprentissage que les garçons. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou mieux. Ça veut dire que simplement, la proposition qu'on va donner à une promotion, elle va devoir s'adapter
à une mixité que peut-être on n'avait pas avant. Moi, là où je suis, il y a énormément de garçons. Alors, on commence à avoir des promos beaucoup plus mixtes, mais les besoins en termes de, même les appétences en termes de matière sont relativement variés. On doit, nous, pouvoir assurer que tout ça fonctionne bien. Mais ça ne signifie pas que les filles ne sont pas de très très bonnes roboticiennes notamment, puisque là, vous avez la photo d'une de nos étudiantes dont le choix, c'est vraiment de se porter sur la programmation des robots. Alors finalement, moi, je me pose une question, peut-être vous la posez aussi ou pas, j'en sais rien, mais un ingénieur, on partait de quelque chose d'assez clair, donc c'était un petit peu un format unique, qu'on formait de la même manière, à qui on donnait les mêmes clés pour entrer dans les mêmes types d'industries. Aujourd'hui, je pense que ça s'est révolu complètement. Dans les industries, il y a des profils extrêmement variés, parce qu'il y a des domaines d'intervention extrêmement variés. Si on prend la cosmétique, on va avoir des gens qui sont ingénieurs, qui sont à la qualité, d'autres qui vont être à la formulation, d'autres qui seront en maintenance, d'autres qui sont en production. Donc forcément, ce sont des profils variés. Bien évidemment, ils vont avoir des besoins communs, de compétences communes, mais au-delà de ça, ils vont devoir être en mesure de développer d'autres types de compétences. Et c'est là-dessus qu'on doit être bon, nous, école d'ingénieurs, pour pouvoir leur donner toutes les clés, de manière à ce que dans leur carrière professionnelle, ils puissent réellement se développer. D'autant plus qu'en fait, ce que l'on voit maintenant de plus en plus, c'est que vous avez des gens qui démarrent leur carrière peut-être en prod et puis qui vont terminer leur carrière en formulation ou en qualité. Ça se voit effectivement dans des grands groupes, mais ça peut se voir aussi par des changements de carrière, des changements d'entreprise qui sont quand même assez réguliers, puisqu'on sait que de toute façon, les jeunes aujourd'hui ne sont pas fidèles à une entreprise et qui vont changer en fonction de leur souhait d'évolution, qui sont aujourd'hui, enfin moi je l'entends souvent, moi j'ai pas envie de m'ennuyer. Comme j'ai pas envie de m'ennuyer, quand je m'ennuie, je change. Donc c'est un peu la génération zapping. Et c'est effectivement quelque chose dont on doit tenir compte quand on propose une offre de formation. Donc globalement, la réponse à ma question, c'est qu'effectivement, ce sont des ingénieurs et pas un seul type d'ingénieur. On doit avoir une réponse qui est adaptée à ce groupe professionnel aux identités multiples. Si on focalise un petit peu sur les besoins qu'on pourrait extraire de l'industrie cosmétique. Globalement, aujourd'hui, en industrie cosmétique, quand on va proposer un produit ou mettre un produit sur le marché, on va s'adapter aux besoins de la cliente ou du client. Typiquement, si votre magazine préféré vous dit qu'en octobre, il faut mettre du rouge flamboyant parce que c'est la mode, vous allez vouloir trouver le rouge flamboyant dans votre parfumerie. Par contre, si au mois de mai, c'est le rose corail, vous voulez tout de suite avoir le rose corail. C'est-à-dire que l'entreprise derrière, elle doit s'adapter en termes de gestion de production pour que vous puissiez disposer du produit que vous voulez au moment où vous le souhaitez. En plus, comme on est dans un monde évidemment très éclaté du point de vue géographique, le site de production qui fabrique les rouges à lèvres, peut-être qu'aujourd'hui, il vend des rouges à lèvres à Paris et que c'est le rouge, mais peut-être qu'à Berlin, c'est du rose. Donc il doit, lui, s'assurer que sa production va être en mesure de suivre ses besoins différenciés, diversifiés, pour que sa cliente, au final, soit satisfaite. Alors, ça, c'est le besoin de la cliente. Mais le besoin de l'industriel, lui, du coup, c'est d'avoir des gens qui sont ce qu'on va appeler agiles, qui vont être en mesure de s'adapter très vite à des changements de format, à des changements de production, et qui vont trouver des solutions. L'industrie cosmétique est également très confrontée à des contraintes réglementaires importantes. Alors réglementaires par rapport notamment au BPF, ce genre de choses, mais aussi réglementaires par rapport à la gestion des risques industriels. Ce sont des vrais sujets qui sont essentiels d'avoir en tête lorsqu'on veut travailler dans ces secteurs. Donc il est important de donner des clés aux étudiants pour comprendre ça. L'intégration des enjeux environnementaux, bien évidemment, ça c'est un sujet absolument incontournable, quel que soit le type d'industrie, mais surtout également dans les industries pharma et cosmétiques. Comprendre ce que c'est qu'un cercle vertueux, le cycle de vie d'un produit, etc., l'économie circulaire, ce sont des notions auxquelles on ne peut pas faire d'impasse, sur lesquelles on ne peut pas faire d'impasse, donc il est essentiel que les étudiants soient sensibilisés à tout ça. Et enfin, alors ça c'est ce qu'on voit ici un peu partout et qu'on lit dans la presse régulièrement, l'explosion des nouvelles technologies. Mais rappelez-vous, en deuxième révolution industrielle, troisième révolution industrielle, c'est déjà une explosion des nouvelles technologies. La seule différence là, c'est que ça va très vite. Ça s'enchaîne très vite et on est beaucoup dans le numérique. Ça signifie que globalement, si on est un ingénieur comme moi qui a été formé il y a quelques décennies,
on n'est pas forcément à même de rebondir sur ces nouvelles technologies parce qu'on n'a pas eu, nous, les enseignements qui nous permettent forcément de les comprendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas y arriver, mais il faut prendre du temps. Notre objectif, nous, c'est que nos jeunes, ils soient absolument capables de comprendre de quoi on parle et comment ça marche. Et si demain, ça continue à évoluer, qu'ils soient capables de se mettre à jour très rapidement. Ça, c'est un vrai enjeu. Qu'aujourd'hui, ils soient complètement spécialistes de la réalité virtuelle ou du Kobo. Est-ce que c'est réellement la bonne réponse ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la bonne réponse, il me semble, ce serait de leur donner tous les éléments leur permettant de comprendre et d'évoluer rapidement avec ces technologies-là. Alors, bien évidemment, le facteur qu'on a toujours en arrière-plan, mais dont on parle peut-être moins, c'est le facteur humain. Un ingénieur, ça travaille rarement tout seul. Des très bons ingénieurs qui sont très, très, très techniques, qui ont une très bonne compréhension des systèmes, moi, j'en ai vu. Mais par contre, j'en ai vu aussi qui étaient tellement geeks que finalement, dans leur quotidien d'entreprise, c'était très compliqué. Un ingénieur, ça bosse en projet. Ça va pouvoir échanger avec des gens de son environnement en physique. On a vu avec la crise Covid que maintenant, il fallait aussi beaucoup échanger en visio. Donc il faut qu'il soit capable de s'adapter à ces modes de travail. Et puis parfois, il faut aussi communiquer avec des gens qui sont de l'autre côté de la planète parce qu'on est au sein d'un même groupe. Ça nous semble peut-être évident. Pour un étudiant lambda au départ, ça coule pas de source. Cette sensibilisation-là, elle est importante. Aussi à intégrer dans la formation d'ingénieur. Du coup, si on se posait la question de quel est l'ingénieur idéal, alors un ingénieur idéal, on pourrait lui mettre plein de qualificatifs, réactif, efficace, adaptatif, communicant, polyvalent, structuré, proactif, etc., etc. En fait, on veut toujours que les meilleurs, hein. Les pas bons, on ne les veut pas. En gros, on veut quelqu'un qui soit compétent. Vous, si vous êtes des industriels, vous voulez quelqu'un de compétent. Nous, qui sommes de l'autre côté de la barrière, on doit vous proposer des profils qui sont des profils qui vous intéressent. Donc, ils sont comme ça, dans l'idéal. Du coup, j'en viens à la partie finale de ma présentation, qui est comment former les ingénieurs pour ces transitions, pour cette transition que nous vivons actuellement. De quelle manière pouvons-nous leur donner les éléments qui vont leur permettre d'être ces profils qui intéressent les industriels ? Alors, je vais faire aussi un petit couplet sur l'apprentissage. Après les femmes, je continue. L'apprentissage, c'est quelque chose en France qui a débuté uniquement dans les années 90. Finalement, c'est pas si vieux, c'est 30 ans. Faire de l'apprentissage, encore maintenant, pour beaucoup d'écoles ou pour beaucoup de jeunes ou de parents même, c'est très mal perçu. Parce que c'est un petit peu déchoir du niveau scientifique, technique, etc., qui peut être attendu d'un ingénieur. Personnellement, moi, ce n'est pas du tout mon point de vue parce que je vois très bien dans les étudiants que nous formons que des jeunes qui sont au contact d'une entreprise sont des jeunes qui vont être formés de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, qui vont être directement dans le concret et qui vont répondre, du coup, aux besoins des industries de manière beaucoup plus précise. Et en plus, eux, ça les fait gagner en maturité beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est juste quelques petits rappels de chiffres. 90, il y avait une formation par apprentissage. 2021, il y en a plus de 300. Donc la preuve que quand même, il y a un truc qui s'est passé et qu'on comprend que c'est pas si mal l'apprentissage. C'est pas un sous-diplôme, au contraire. Et là, vous avez néanmoins une proportion d'apprentis qui est de l'ordre plutôt de 15% dans les formations d'ingénieurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quand même 85% qui sont toujours en initiale. C'est pas une critique, c'est un constat. Quand on forme un ingénieur, il faut s'appuyer sur un socle technique solide. Le diplôme, même en apprentissage, ce n'est pas un diplôme au rabais. Il faut des compétences scientifiques, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut des cerveaux qui soient quand même bien faits et qui fonctionnent bien, qui soient capables d'appréhender des concepts de manière assez précise. Donc là, globalement, on va retrouver des matières de tronc commun qu'on va avoir dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, bien évidemment. Ce socle-là, on ne s'en affranchit pas. Un point très important que nous, en tout cas, chez Junia, on a pris à cœur depuis très longtemps, c'est l'intégration des humanités. Donc la connaissance de langues étrangères, la capacité à s'exprimer en public, la connaissance de soi, savoir qui on est, la posture, pourquoi pas aussi s'ouvrir à d'autres choses, l'interculturalité. Ça, aujourd'hui, on peut difficilement faire sans quand on est ingénieur. Et ça fait partie de la formation, et ça fait partie de ce qu'on doit leur donner.
Alors bien sûr, les nouvelles technologies, on en a dit un mot tout à l'heure. Comme toute bonne école qui se respecte, on a des équipements qu'on va mettre à disposition, des formateurs qui sont assez pointus dans leur domaine. Et puis surtout, ce qui est quand même important, c'est la capacité pour les étudiants de faire alors, désolé pour le terme anglais, le learning by doing. Nos étudiants ont besoin, pour conceptualiser, de travailler les choses aussi en fabriquant, en utilisant leurs mains. Les deux vont de pair. Nous, on a, comme pas mal d'endroits en France et ailleurs, on a un Fab Lab et on incite nos étudiants à être un peu des ingénieurs bricoleurs. Alors, bricoleur, souvent, c'est perçu comme péjoratif. Pourtant, c'est pas du tout péjoratif, bricoleur. Parce que quelqu'un qui est capable de réaliser des choses avec ses mains, de manière efficace et structurée, c'est un vrai plus. Donc les Fab Labs sont des espaces qui sont très très fréquemment utilisés au cours de projets, puisqu'on privilégie beaucoup la démarche projet, et ça nous semble être en phase avec les besoins de l'industrie, de travailler selon cette démarche-là. Et on va leur donner régulièrement des projets techniques à réaliser. Vous avez un projet ici, au milieu. Alors je ne sais pas si... Ouais, si, c'est ça. Oups, bon, peu importe, c'est ce que vous avez au milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un POC chez nous, un projet technique, un Proof of Concept. Le sujet qui avait été donné aux étudiants, c'était, on a un problème. Le problème, c'est les enfants sur la plage qui oublient de remettre de la crème solaire, bien sûr, puisque c'est aux parents d'y penser, et les parents qui oublient d'en remettre aussi à leurs enfants. Comment faire pour que finalement les enfants ne ressortent pas de leur après-midi à la plage rouge comme des écrevisses ? Et l'idée qui a été proposée, c'est de concevoir un bracelet. Donc vous avez 2 exemplaires de bracelet. C'est un bracelet qui est un bracelet connecté, qui est au poignet de l'enfant, et qui va capter les rayons du soleil, donc les UV, et qui va envoyer à un moment donné, quand le niveau sera arrivé à alors il y a une programmation derrière par rapport à quand j'ai mis la crème, etc., qui va envoyer un message au parent qui est en train de dormir sur la plage sous son chapeau pour lui dire il serait temps de remettre un petit peu de crème à ton gamin. Ça, c'est un projet donc développé de rien, c'est-à-dire qu'ils avaient juste l'idée, et ils ont construit tout ça à partir de leur bricolage, entre guillemets, et dans le sens positif du terme. Donc ça, c'est un exemple qui peut montrer comment, finalement, l'ingénieur s'approprie les éléments, met à contribution ses connaissances, ses compétences, et aboutit à une réalisation intéressante. Alors bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais chaque année, on essaie vraiment de proposer beaucoup de sujets. Alors l'intelligence collective, ça c'est quelque chose, aujourd'hui on en entend un peu parler de partout, on ne sait pas très bien si c'est sérieux, si c'est juste pour rigoler, si c'est mettre les gens dans une salle puis coller des post-it partout, c'est sympa, c'est amusant, ça fait passer un petit moment. Personnellement, moi c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup, puisque l'intelligence collective, elle se base sur une idée très simple, qui est que dans plusieurs cerveaux, il y en a plus que dans un seul. En général, c'est le cas. Et mettre les étudiants dans des situations où ils doivent collaborer, sur un laps de temps restreint, sur un sujet donné, donc être vraiment au top, au maximum de leurs possibilités, c'est extrêmement stimulant. Là, j'ai un exemple complètement à gauche qui concerne un événement d'ailleurs organisé par la Cosmetic Valley il y a quelques années, le Hackathon Maker, où on a eu un groupe d'étudiants qui a pu participer puisque leur candidature avait été reçue. Et c'était un hackathon où il fallait développer un produit innovant en utilisant un logiciel de dessin 3D, de conception, qui est un logiciel CATIA, qui est assez technique. Et nos étudiants sont partis 48 heures à Paris. Ils ont fait ce hackathon, ils ont pitché, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont transpiré, ils ont réfléchi, ils ont phosphoré. Ils ont dû quand même assurer ce pitch et puis bien tenir les délais. Et au final, moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont revenus de là, c'était plus les mêmes. Donc ce genre d'expérience, ça contribue réellement à construire aussi un profil d'ingénieur, parce que d'un coup, ça lui fait percevoir une autre dimension. Donc l'intelligence collective, pour moi, ça fait vraiment partie du socle, en tout cas de ce que moi j'intègre dans ma formation, parce que cette manière de collaborer, de travailler ensemble, elle est extrêmement bénéfique. Et enfin, alors ça c'est assez classique aussi, aujourd'hui c'est vrai que la méthodologie de projet qu'on connaît tous en V, le cycle en V classique, où on va pouvoir enchaîner les différentes étapes de conception, de réalisation, de validation du projet, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. On a ancré ça dans la tête des étudiants depuis le supérieur, mais il faut leur ouvrir la porte et leur ouvrir l'esprit aussi sur d'autres technologies ou d'autres,
pas d'autres technologies, autant pour moi, d'autres méthodes de gestion de projet. Les méthodes agiles qui sont basées sur vraiment une réactivité, une itération, une capacité à se remettre en question et à proposer des choses, ça c'est quelque chose auquel aussi on doit pouvoir les former. Pour conclure, ce que je dirais, c'est que globalement, il n'y a pas une, mais des formations d'ingénieurs. En plus, ce que je vous dis aujourd'hui, demain, ça sera sans doute plus vrai. Nous, notre responsabilité en tant qu'équipe pédagogique, c'est de pouvoir répondre à l'évolution constante des besoins des industries pour proposer des profils qui soient adéquats, en adéquation donc avec cette demande que peuvent avoir les industries. Du coup, il faut être à l'écoute. Et puis, il faut aussi proposer quelque chose qui n'est pas uniquement focalisé sur la compétence technique, même si bien évidemment elle est essentielle, mais il faut aller au-delà de ça, il faut ouvrir. Et en tout cas, c'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de notre formation, mais avec du coup toujours cette écoute des besoins. Je vous remercie pour votre attention. Merci Cathy. On va passer à la partie questions. Est-ce que vous avez des questions à poser suite à cette conférence, des interrogations particulières pour aller un petit peu plus loin dans le sujet? Non? Oui? Je vais tenir le micro. Bonjour, merci tout d'abord pour cette belle intervention. Moi, ça fait pas mal de décennies que je suis dans l'industrie et ce que je me rends compte, c'est qu'en France, on pêche toujours par les langues. Je voudrais savoir quelle était la part de l'apprentissage des langues dans votre cursus. Merci. Alors, effectivement, ça, c'est un problème franco-français. Non seulement on pense qu'on n'est pas bon en langue, mais on a du mal à s'y mettre. Nous, en ce qui nous concerne, on a une exigence de TOEIC, de niveau de TOEIC. Et donc, pendant l'apprentissage, on va renforcer et focaliser. Alors, nous, uniquement sur l'anglais. Mais ils vont avoir un volume d'heures très conséquent en anglais. Et certains de nos cours seront également donnés en anglais. En plus, encore une fois, le fait qu'ils soient en apprentissage, certains d'entre eux, au travail, sont obligés de participer à des réunions en anglais. Donc, ils comprennent bien l'intérêt qu'ils ont à être assidus sur les cours de langue. Oui, ma question en fait concerne l'apprentissage. Vous mettiez des précautions oratoires autour de la démarche d'apprentissage. Est-ce que c'est eu égard à l'expérience accumulée que vous avez, à savoir que les entreprises ne sont pas assez ouvertes à prendre des apprentis, ou est-ce que ça vient des parents? J'ai pas bien compris votre position, parce qu'aujourd'hui quand même on voit que ça évolue. Et c'est pour le bien de tous. Alors tout à fait, j'ai peut-être pas été bien claire, mais je vais du coup repréciser les choses. L'apprentissage très longtemps, et encore maintenant pour certains parents, et même peut-être pour certains étudiants, ça va être considéré comme un peu quelque chose de moins bien qu'une formation initiale. Donc il y a des positionnements à faire évoluer, puisque quand on voit, aujourd'hui, il n'y a quand même que 15% des ingénieurs qui sont en filière apprentissage. Ça veut dire qu'il y en a quand même 85 qu'on a mis dans des filières classiques. Il y a encore du travail. Mais ça change. Effectivement, ça évolue, le nombre de formations l'atteste, et de toute façon, quand on a des réussites, comme on peut le constater, avec des gens qui sont très opérationnels, ça ne peut être qu'une bonne publicité, entre guillemets, pour les autres, même au sein des familles, de montrer, tiens, il a fait un diplôme par apprentissage, ça s'est super bien passé, et il a trouvé un boulot tout de suite, parce qu'il y a aussi ça derrière. Le recrutement d'un apprenti après la formation, souvent l'entreprise, elle suit. Surtout si on a passé 3 ans à former quelqu'un à ses propres logiques d'entreprise, à ses codes, à son vocabulaire aussi, parce que moi j'ai parfois des apprentis dans les entreprises, on parle que par abréviation, ils sont ultra formés, on ne va pas les laisser partir. Moi, j'avais une petite question pour terminer, sauf s'il y en a d'autres d'ici là. Comment on sait finalement qu'en sortant de votre école, l'ingénieur qui sort donc diplômé est correctement formé? Alors, en fait, pour s'assurer de la bonne formation d'un ingénieur, je dirais que le marqueur, c'est vraiment le recrutement. Quand on voit que le taux de recrutement à la sortie de l'école est très important, que globalement, dans les 6 mois à la sortie, les étudiants ont trouvé un travail, ça, c'est un indicateur. Après, quand on a les échanges avec les entreprises, parce que nous, on est
On a vraiment envie d'être en lien direct avec les tuteurs d'apprentissage en entreprise et on est à leur écoute. Et quand ils nous disent tiens, ça il est venu, il avait tel élément, il connaissait déjà, c'était bien parce qu'on n'a pas eu besoin de le former à ça. Voilà, ça nous prouve qu'on est dans la bonne direction. Question ? Oui. Oui, merci. J'aurais voulu savoir quelle est la part qui est laissée aux outils de prévention, dans le sens où aujourd'hui on a parlé de 4.0, on a parlé de CAO, DAO avec Katia tout à l'heure. Est-ce que vous avez aussi toute une part qui est liée à des logiciels qui permettent de gérer les projets en préventif? Parce que par exemple, moi sur le terrain, je me rends compte qu'on a encore de grosses lacunes par rapport à cela, beaucoup de méfiance de la part des utilisateurs potentiels. Et donc, on a besoin des jeunes, justement, pour faire en sorte qu'on devienne plus performant, je dirais, notamment en France, sur les projets, pour les positionner à l'international, parce qu'on sait prédire les choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre un petit peu dans la tête. Prédire, ça veut dire que l'on va virtuellement regarder ce qui va se passer et voir les écueils avant qu'ils arrivent. Est-ce que vous laissez une part importante à cela? Est-ce que vous laissez de la part, par exemple, à des intervenants extérieurs pour venir présenter cela? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Alors, en effet, vous avez tout à fait raison. La formation en école, elle ne doit pas être, selon moi, qu'académique. Le lien qu'on a via l'apprentissage avec les entreprises, on doit aussi l'avoir dans la formation elle-même, par l'intervention de personnes qui sont des professionnels, qui donc ont une vision beaucoup plus large. Moi, j'ai dans le parcours un certain nombre d'intervenants qui sont des professionnels et qui viennent justement, j'en ai notamment un qui est dans l'industrie, dans le groupe Vinci, qui vient et qui parle d'innovation. Donc l'idée, c'est ouvrons au maximum, projetons-nous. Il y a une année, il leur avait proposé un sujet de projet qui était l'industrie cosmétique en 2035. Comment vous la voyez? Quelle innovation vous imaginez? Donc on ouvre tout là, on n'est pas sur un truc très formalisé du point de vue technique, mais on essaie justement de stimuler la curiosité, l'ouverture d'esprit. Donc il y a ça, puis après il y a dans les méthodologies, on les encourage beaucoup à travailler sur l'éveil, à se documenter, à être curieux. Parce qu'un ingénieur qui n'est pas curieux, c'est pas un bon ingénieur. Donc voilà comment on aborde ces thématiques-là, en ouvrant au maximum, en leur suscitant la curiosité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question du coup. On vous remercie de votre participation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra vous communiquer bien sûr les coordonnées de Cathy Lucchini-Signoret. Et puis nous vous souhaitons une bonne journée et un bon salon. Merci.